Le CV, alors il faut une photo professionnelle, une messagerie professionnelle, pas de faute d'orthographe. On aurait pu évaluer ça tout de suite. Alors effectivement, pour résumer, il faut que la candidature soit soignée. Mais c'est toujours assez compliqué de donner ces conseils parce que c'est une réalité. Si on en parle, c'est que ça arrive. Pourtant, je me mets à la place des personnes qui sont là, qui nous écoutent. Si vous avez une candidature soignée, si vous êtes là, c'est que vous pensez que c'est important. Donc j'imagine que vous avez un CV professionnel, une lettre professionnelle, vous attendez des conseils en plus. Et c'est toujours difficile d'entendre ce genre de conseils quand on a soi-même une candidature très soignée. Donc voilà, donc soignez vos candidatures et ça veut dire la faire relire, ça veut dire sur l'entretien, ça veut dire qu'on se prépare, ça veut dire que c'est du travail effectivement pour battre le pas des choses. Et si on n'est pas soi-même bon en orthographe, c'est pas important, pour certains postes, c'est pas indispensable. C'est pas parce que les entreprises avec lesquelles vous êtes en contact, elles reçoivent de CV, de lettres de motivation. On sait que c'est l'obsession numéro 1 des jeunes, c'est décrocher ce fameux contrat. En plus, la conjoncture est difficile en ce moment, je ne sais pas, il y a peut-être moins de contrats ou un tout petit peu moins, pas tant que ça, mais ça baisse un peu et les entreprises, je ne sais pas en moyenne, est-ce qu'on sait, je sais pas, les entreprises avec lesquelles vous êtes en contact, elles vous disent qu'elles reçoivent, je ne sais pas, 100 CV je crois, alors c'est très très variable le nombre de CV reçus, mais je crois qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Alors, les chiffres, ils peuvent être très variables. Il y a des entreprises qui peinent, qui n'ont pas de CV, qui ont du mal à recruter. Et puis, il y en a qui, pour une annonce, vont recevoir 150, 200 CV. Alors, forcément, si on est sur un métier où il y a 150, 200 CV, c'est plus difficile de se démarquer, de sortir du lot. Mais ça ne veut pas dire que les 150, ils seront pertinents et vous avez 150 vrais concurrents. Vous avez 150 personnes qui ont répondu, mais les personnes vraiment intéressées, qui sont les bonnes personnes, elles ne sont pas 150. Si vous êtes une des bonnes personnes, il n'y a jamais un candidat idéal pour un poste. Et ça ne veut pas dire que vous avez 150 concurrents tous aussi bons ou meilleurs que vous. Donc ça, je pense que c'est... il faut s'abstraire de cette question-là quand on il faut savoir qu'on est sur des questions... Sur la lettre de motivation, quand elle est envoyée pour une candidature spontanée et pour une candidature, quand je réponds à une offre d'annonce, est-ce qu'il y a une manière différente? Est-ce que ou elles sont finalement les deux mêmes rédactions? On garde le même plan, j'imagine? Oui, les différences ne sont pas forcément fondamentales, peut-être plus dans l'accroche, parce qu'effectivement, dans le cadre d'une réponse à une annonce, le recruteur, il attend votre lettre de motivation, il attend votre CV. Dans une candidature spontanée, il faut peut-être avoir une approche tout de suite plus percutante pour qu'il comprenne que ça lui parle tout de suite, qu'il sache tout de suite, j'allais dire, dans quelle case vous rangez. Vous lui écrivez, mais pourquoi? Pour quel poste? Et pour que dans sa tête, il fasse un lien direct avec un poste potentiel. Lui faire gagner du temps toujours, parce que time is money, et voilà, l'entreprise... Ça n'a pas beaucoup de temps et c'est un peu feignant, il faut leur parler très simplement et très directement au recruteur. Voilà, ça va vite. Il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à votre CV. Quand on met des informations dans son CV, il faut se rappeler que l'objectif premier, voire unique du CV, c'est de décrocher un entretien. Après, en entretien, on peut développer, on peut amener plein de choses à l'employeur. Mais ce CV, il doit conduire à l'entretien. Et une fois qu'on est en entretien, finalement, vous vous rendrez compte que l'employeur, il ne regarde plus beaucoup votre CV. Il vous regarde vous, il vous écoute. Donc dans ce CV, à chaque fois qu'on met une information, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle est utile au recruteur? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle a un intérêt? Il y en a certaines qu'on peut vraiment garder sous le coude pour l'entretien. Et donc pour revenir à cette question d'expérience, c'est une vraie question. Il faut qu'il y ait du contenu dans ce CV. Donc on l'a par l'expérience. Ça, c'est les compétences qu'on a acquises sur le terrain, parce qu'on a pu faire des stages, parce qu'on a des expériences extra-professionnelles également. On a des activités sportives, on peut encadrer des jeunes, on peut faire plein de choses, mais on a des connaissances aussi. On ne les met pas dans un CV, ces connaissances scolaires, elles ont leur place. Quand on est jeune, quand on débute, la connaissance a sa place. À quel type de connaissances, par exemple? Parce qu'on apprend en cours, tout simplement. On peut avoir une première expérience, un premier apprentissage en cours, qui peut se traduire en connaissances. On a des connaissances en informatique, par exemple. On apprend l'informatique à l'école, on peut en parler. Donc ces connaissances, on déconnecte le CV, enfin l'expérience et l'école. Ce qu'on apprend à l'école a sa place dans un CV. C'est une compétence valorisable en entreprise. Voilà, donc pas de complexe, vous mettez les compétences. L'objectif, c'est de décrocher ce fameux entretien, voilà, dans votre CV, et on met les expériences qu'on a, les activités extrascolaires, les connaissances qu'on a pu acquérir, pas avoir peur. Les recruteurs, ils sont tous uniques, ils ont tous une façon différente de les approcher. Certains vont commencer par lire votre CV et vont effectivement pas regarder votre lettre de motivation. D'autres vont d'abord lire la lettre de motivation et en détail avec beaucoup d'attention. Donc il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de normes sur comment les recruteurs procèdent. Il y a des grandes habitudes, des grandes tendances au mieux, mais ça s'arrête là. Par contre, ce qui est vrai, ce qui fait toujours la différence, c'est l'envie, c'est la personnalité. À compétence égale, à diplôme égal, pourquoi on recrute une personne, pourquoi on convoque une personne en entretien plus qu'une autre? C'est parce qu'il y a un petit quelque chose qui est passé, et ce petit quelque chose, c'est vous qui l'amenez, c'est vraiment la personnalité et l'envie et la motivation qui se ressent, effectivement, ça s'entend au téléphone, mais ça, on le ressent aussi sur une lettre de motivation, sur un CV. Attention, on est à moins de 50% d'emplois qui sont pourvus par une annonce à laquelle on répond par un CV, une lettre de motivation.
on est à plus de 50% d'emplois qui se font ce que l'on appelle le marché caché, c'est-à-dire du réseautage, des contacts personnels ou des contacts de vos contacts qui vont générer un lien. Aujourd'hui, plus de 50% des emplois sont pourvus de cette manière. Il faut encore une fois se mettre à la place du chef d'entreprise et de voir comment lui peut recevoir le message. Qu'il soit en papier, en SMS, j'ai vu des candidatures par SMS, ça peut marcher aussi. Quel que soit le message, c'est comment celui qui reçoit le message est en mesure à la fois de recevoir le message et de comprendre la valeur ajoutée qui est apportée à son entreprise. Alors, moi, dans une vie précédente, avant la maison d'emploi, j'étais recruteur pendant 7 ans. Et je dois avouer que moi ça m'a jamais dérangé et je trouve que c'est très admis maintenant d'avoir la lettre de motivation intégrée dans le corps du mail, dans la mesure où elle est aussi bien rédigée qu'une vraie lettre. C'est pas juste veuillez trouver si je vois mon CV. Dans la mesure où il y a du contenu, c'est tout aussi bien, limite là aussi le recruteur est un peu feignant, ça évite d'avoir une deuxième pièce jointe à ouvrir. Vous êtes sûr, elle sera plus facilement lue. Si vous la mettez la lettre dans le corps du mail, elle peut être lue directement, sinon ça oblige le recruteur à aller cliquer sur votre lettre, à l'ouvrir, à aller cliquer sur votre CV, à l'ouvrir, à prendre le temps de lire. Donc je pense que vous maximisez vos chances en mettant vos arguments d'entrée accessibles au recruteur. C'est sûr qu'un mail, veuillez trouver si joint ma lettre de motivation et mon CV, il part directement à la poubelle. Alors, puisqu'on parle de candidature par mail, une chose qui paraît basique, mais qu'il est intéressant, je pense, de rappeler, ayez chacun des adresses professionnelles. Il faut éviter le beau gosse 88. C'est-à-dire le beau gosse du 33 point là, non. Il y en a beaucoup. Non, mais il faut une adresse pro. Oui, enfin, des étudiants, des jeunes qui sont encore au lycée, oui, ont encore ce type d'adresse. Maintenant, dès qu'ils intègrent notre école, on leur dit attention, surtout si tu postules à l'alternance, non seulement tu auras l'adresse mail de l'école, puisqu'ils ont tous une adresse mail professionnelle, EPSI, mais surtout et également, puisqu'on en est dans les choses à vraiment éviter, attention à votre messagerie au téléphone aussi, de téléphone portable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous envoyez vos CV dans la nature, avec votre numéro de téléphone dessus, vous êtes susceptible, normalement vous espérez qu'on vous recontacte. Se préparer, ça veut dire qu'est-ce que je vais dire à cet entretien, qu'est-ce que je vais raconter à cette entreprise, qu'est-ce que je veux dire de moi. Et même si on sait ce qu'on va dire de soi, c'est bien de s'entraîner avec un ami, avec des gens qui sont là pour vous aider. Je vous ai dit que nous, on pouvait accompagner à la maison de l'emploi, mais d'autres le font. Pôle emploi le fait pour les jeunes en recherche d'apprentissage, la mission locale le fait, etc. Il y a pas mal d'endroits où vous pouvez vous faire avez des ateliers, vous, à la maison de l'emploi, oui, vous répétez, oui, vous entraînez. C'est ça. On peut simuler, mais ça, c'est des choses dont on peut se faire accompagner, mais on peut aussi le faire soi-même tout seul. On peut le faire avec un ami devant sa glace. L'idée, c'est quand on a préparé, travaillé ses arguments et quand on a énoncé une première fois la phrase tout seul chez soi, en bafouillant, en cherchant ses mots, quand on arrive devant l'entreprise, déjà, elle sort plus facilement. Donc ça, c'est le minimum, effectivement, de le préparer. Et puis après, il faut aussi arriver à cet entretien en le considérant comme un moment de rencontre, d'échange. Le recruteur, il cherche à vous connaître. Il a une demi-heure, une heure pour vous juger, pour savoir s'il a envie de travailler avec vous, si vous allez faire l'affaire pour le poste, et puis si vous allez avoir les valeurs de l'entreprise, si vous allez partager vraiment si vous allez avoir le savoir-être qui correspond au poste et à l'esprit de l'entreprise. Mais vous avez aussi uniquement une heure pour savoir si vous allez bien dans cette entreprise, si vous allez avoir envie d'y rester, si elle va vous apporter des choses. Dans le cas d'une alternance, elle va vous apprendre des choses. Vous pouvez aussi avoir le choix. Donc c'est vraiment un moment où chacun se rencontre et vous pouvez aussi poser des questions. Vous avez aussi votre rôle à jouer. Il ne faut pas forcément être passif. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience. Mais ça, avec l'habitude de rencontrer des employeurs, on prend ce pli-là de se dire finalement on est à égalité. On est chacun en train de faire un choix, on a chacun des choses à apprendre sur l'autre et c'est stressant pour les deux parties. Il faut savoir que les recruteurs sont stressés aussi parce qu'ils n'ont qu'une heure pour faire le bon choix. Et s'ils se plantent, la formation, ça coûte très cher, ça coûte très cher. Et puis dans le cas d'une alternance, il y a une formation qui court en même temps, donc la formation est déjà partie, les enseignements théoriques sont déjà en cours, donc il faut arrêter un contrat, relancer des annonces, retrouver des candidats quand c'est plus la période. Donc c'est compliqué pour lui aussi. Donc ça, il faut le savoir. C'est vraiment un échange, c'est pas une évaluation. Ça mange pas de pain d'y être. Parce que ça apparaît assez vite dans Google. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que ça mange pas de pain d'y être.
Il est clair que certains chefs d'entreprise ou certains cabinets de recrutement vont axer leur recrutement sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, Viadeo. Donc c'est toujours bien d'y être. Maintenant, 65% des Français sont sur Facebook. Si vous n'êtes pas sur Facebook, le chef d'entreprise va se demander pourquoi. Ça c'est dur, ça. Oui, non. Donc voilà. Attention, toute question à laquelle le chef d'entreprise n'est pas en mesure de répondre, il peut créer sa propre réponse en disant ben voilà, c'est quelqu'un qui est allergique. Je crois que c'est comme tout, il n'y a pas d'obligation. On n'est pas en train de vous dire qu'on ne trouvera pas de boulot si vous n'êtes pas sur Facebook, on vous rassure tout de suite. Ni même sur les réseaux sociaux, sur Viadeo et LinkedIn. Il faut savoir que ces outils par contre existent. Il faut savoir que les recruteurs s'en servent. Et à partir du moment où les recruteurs vont chercher de l'information sur vous via Internet, autant leur en donner. Voilà, moi j'aurais plutôt tendance à conseiller d'y aller, mais on y va si on a envie d'y aller, si on a quelque chose à dire. Et spécifiquement Viadeo, LinkedIn, les recruteurs, c'est pas parce que vous mettez votre CV qu'ils vont venir vous chercher, vous appeler, vous proposer un boulot. Par contre, c'est un vrai réseau. Réseau, ça veut dire que ça vous permet de rencontrer des gens. Et si vous souhaitez rencontrer des gens du secteur de la banque ou de l'assurance parce que vous voulez travailler dans ce domaine-là, c'est un endroit qui peut être plus facile. Si vous voulez travailler dans ce secteur-là, vous avez le Crédit Agricole qui est juste à côté, il faut aller les voir. Mais vous pouvez aussi avoir accès à des personnes qui ont fait un contrat en alternance au Crédit Agricole ou ailleurs. Et celles-là, vous pouvez les trouver sur les réseaux, échanger avec elles. Et ça peut être un vrai atout pour préparer votre projet professionnel au-delà de votre candidature. Donc il faut s'en servir vraiment aussi comme un réseau. Il faut vraiment savoir comment on se sert des outils. Il ne suffit pas juste effectivement d'y être et puis d'attendre qu'on vous appelle. Ça ne fonctionne pas.